l'arbre symbolise un passage entre différents mondes. Le chêne, c'est le roi de la forêt. Dès l'époque des Celtes, ce chêne est un symbole de communication et de lien entre les esprits du ciel et les esprits de la terre. Dans la forêt de Chaux, on retrouve un chêne particulier qu'on appelle l'arbre à souhait, qui aurait la particularité de pouvoir exaucer les vœux qu'on lui chuchote. D'avoir encore des lieux comme ce chêne à vœux, ça nous rappelle un petit peu l'importance que pouvaient représenter ces arbres pour les populations qui étaient complètement dépendantes de la forêt. La forêt était vraiment nourricière. Donc on a vraiment des arbres mystiques. Cette légende autour de l'arbre à vœux, oui, elle me touche et ça fait du bien de laisser un petit peu de magie. Partout sur Terre, dans toutes les cultures, des peuples ont enraciné leurs croyances dans des arbres majestueux dans lesquels ils ont vu l'origine du monde. Ces arbres protecteurs, capables de connecter la terre et le ciel, l'invisible et le visible, l'infiniment petit et l'infiniment grand, sont aujourd'hui encore chargés de mystères. Mais leur fantastique pouvoir pourrait bien s'expliquer par la vie qui trouve refuge en leur sein. Car derrière l'arbre s'étend tout un monde, toute une forêt. Aux quatre coins de la planète, des femmes et des hommes cherchent à mieux comprendre les liens subtils et secrets qui unissent entre eux les êtres vivants et les arbres dans les écosystèmes forestiers de la planète. Et leur fascinante découverte contribue à lever le voile sur l'arbre qui cache la forêt. De la pointe de la Bretagne en France jusqu'aux confins de l'Oural, s'étend une forêt tempérée essentiellement constituée de feuillus, qui couvre près d'un tiers du territoire européen. Un patchwork de 72 millions d'hectares en réalité, où chaque branche, chaque feuille, représente une bribe du dialogue ancestral que les êtres vivants tentent encore d'entretenir avec les arbres. Et ce sont les cycles de la nature qui orchestrent et dirigent ce territoire. Au gré des saisons, dans une chorégraphie en 4 temps, les arbres s'adaptent et se métamorphosent. Des charmes aux châtaigniers, des hêtres au bouleau, ils perdent leurs feuilles à l'automne pour se laisser envelopper du sommeil de l'hiver et mieux renaître au printemps. Et au cœur de cette assemblée végétale, le chêne règne en souverain. Son tronc noueux est la forteresse d'une biodiversité exceptionnelle. Des milliers d'espèces s'y logent, s'y aiment, s'y battent, s'y croisent, créant un petit univers vibrant d'interactions. Il est un monde, une forêt dans la forêt. En France, dans le Jura, Romaric Gauthier, ébéniste d'exception, sait écouter le chant des arbres comme nul autre. Et c'est sous le regard bienveillant de la lune qu'il choisit son bois,
perpétuant ainsi cette vieille conversation que le minéral et le végétal entretiennent depuis la nuit des temps. Le bois, c'est une matière qui me parle. Le fait de travailler un être vivant, il y a un côté fascinant. J'essaye au maximum à l'atelier d'utiliser des bois qui sont découpés en bonne lune. Le bois de lune, c'est le fait de couper les arbres à un certain moment, c'est-à-dire quand la lune est en phase descendante. On pourrait un peu comparer ça aux marées. En lune descendante, la sève a tendance à descendre dans les racines. Du coup, le séchage sera plus rapide. Si on a moins d'humidité dans le bois, forcément, il sera moins sujet aux attaques de fongiques, aux attaques de champignons, etc. Donc on a des bois que l'on n'a pas besoin de traiter chimiquement parce qu'ils sont plus résistants dans le temps. Est-ce qu'on est dans la croyance ? Est-ce qu'on fait confiance aux anciens ? Moi, j'ai envie d'y croire. Après, il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est que la forêt, c'est un écosystème qui est très complexe. Les liens, ils sont partout. La question qu'on devrait peut-être se poser, c'est quel arbre choisir pour avoir le minimum d'impact sur cet écosystème ? On est en permanence dans la recherche de compromis entre chercher un arbre parfait, mais également chercher à valoriser et à préserver au maximum l'écosystème dans lequel cet arbre se trouve. Ça modifie la lumière, ça va modifier la température. On peut également avoir une dégradation des sols en venant chercher ces arbres s'ils sont trop loin. Tout ça, c'est à prendre en compte. Tant pis au final si l'arbre a des défauts. Des branches basses, des nœuds, quelque chose de cassé, etc., de tordu, de biscornu. Tout ça au final à l'atelier, c'est mon travail d'essayer de m'adapter. Il y a moyen de s'amuser avec ça là. On aura un bois qui sera plus dur à travailler certes, mais vraiment un bois extrêmement expressif, très vivant. Par justement ce veinage, cette couleur, cette texture, cette douceur, on peut vraiment lui donner différents caractères. Le chêne est très résistant, c'est un arbre qui a des propriétés mécaniques pas parfaites mais presque. Un objet en chêne peut traverser les siècles très facilement. Cette forêt, il faut qu'on l'utilise, mais il faut qu'elle puisse durer dans le temps. La vision à court terme en forêt ne marche pas. Il faut absolument avoir une vision sur des centaines d'années. Prélevons moins, mais prélevons mieux. C'est surtout ça. Au cœur de la forêt de feuillus, le chêne est doté d'une incroyable longévité et fait souvent figure de doyen. Voici le nôtre, un chêne pédonculé vieux de 450 ans. Il se dresse tel un patriarche généreux autour duquel gravitent d'innombrables destins, plus éphémères que le sien. Mais ce n'est pas seulement un arbre, c'est un sanctuaire. Dans son million de feuilles qui ressemblent à autant de mains tendues vers le ciel, les insectes viennent déposer leurs œufs et se nourrir, transformant notre hôte en une véritable nurserie naturelle.
Dans les rainures de son écorce protectrice, les mousses, les lichens et les champignons viennent se lauver. Mais ce sont ces glands surtout qui attisent toutes les convoitises. Le jet des chênes aimerait en revendiquer l'exclusivité, mais il ne peut régner en maître absolu sur la forteresse. La femelle écureuil aussi veut sa part. Elle explore les bras noueux du vieux chêne pour offrir à sa future progéniture un coin douillet. Un peu plus bas, les mulots sylvestres ont déjà trouvé le leur. Ils ont édifié directement sous leur garde-manger une véritable cité souterraine, utilisant les racines du géant comme muraille protectrice. Tout en haut de notre arbre, le pic-et-pêche a métamorphosé une branche en loge. Il a été épaulé par une armée de discrets collaborateurs, des champignons xylophages, qui ont œuvré en coulisses pour ramollir le bois. Si le pic semble s'approprier les lieux plus que les autres, quand le moment sera venu pour ces petits de prendre leur envol, il cédera sa place à d'autres espèces. Et parmi elles, les chauves-souris. Laurent Tillon, biologiste chargé de mission biodiversité à l'ONF, s'intéresse aux relations que les uns entretiennent avec les autres et au rôle fondamental que ces petits fantômes de la nuit jouent dans le fonctionnement de la forêt. Quand j'étais enfant, on m'avait toujours dit que les chauves-souris, c'était les animaux du diable, les animaux qu'il fallait éviter. Et puis, en me mettant à les observer, j'ai développé une fascination considérable pour ces organismes qui ont des capacités qui feraient que les super-héros comme Superman pourraient ranger leur cape. Dans la mission qui est en cours en forêt de Tronchet, on s'intéresse particulièrement à une espèce de chauve-souris, le murin de Bechstein. Elle peut manger des insectes qui vont soit attaquer le bois, soit manger les feuilles. C'est vraiment un épurateur et c'est un allié pour le chêne. Elle forme des petites colonies qui vivent dans des loges de pic. Il y a une forme d'accord mutuel qui se met en place entre la chauve-souris, l'oiseau et l'arbre. Donc nous, notre objectif là, c'est vraiment d'étudier la manière dont ce murin de Bechstein utilise la forêt en vue de le protéger dans le cadre de la gestion forestière. Là, je perds le signal là-bas. On a équipé un murin de Bechstein hier soir, une femelle, avec un petit émetteur dont la fréquence est 150,620 MHz. Et l'objectif, c'est de trouver la colonie. On ne sait pas bien si c'est un ancien arbre qu'on avait identifié les années passées ou un autre arbre qui se trouve à côté et vers lequel le signal semble plus fort. Peut-être celui-là, là. Celui-là, là. 219L. On est par là. Une fois la colonie trouvée, une fois qu'on a trouvé la loge, on peut capturer les animaux qui sont tout en haut de la loge. Une fois que le captureur est en place, on fait un grand silence et là on se laisse gagner complètement par le rythme de la forêt. Et c'est l'attente.
C'est parti. Il est 22h02, la première vient de sortir. Et c'est, comme attendu, une femelle adulte. Elle a les dents bien pointues encore. Donc, elle n'est pas si vieille que ça. 10 grammes. Ça continue, j'entends Stéphane qui clique derrière. Là, il y a du monde. Et ça va s'étaler pendant 1 heure à 2 heures. Là, le captureur qui se trouve en haut, il faudra qu'il soit rapide afin de les libérer très vite et qu'ils aient la possibilité de retourner en forêt pour aller chasser. Toi, tu as un caractère de renfrogné. On est sur un gros coup. On est déjà une dizaine dans les 5 premières minutes. Ça suggère une très grosse colonie de peut-être 30, 50 individus. On sait qu'une seule colonie de Murenbechstein peut utiliser jusqu'à 300 à 350 loges différentes sur une année. Ça veut dire que le milieu forestier doit être suffisamment accueillant et présenter suffisamment de loges disponibles. Les résultats de notre étude sont très intéressants pour la gestion parce qu'on s'est bien rendu compte que sur les secteurs dans lesquels on avait maintenu plein de grands arbres qui proposent beaucoup de loges de pique, on avait des colonies de Murenbechstein qui se portent très très bien. La forêt, c'est un monde d'interaction. Tous les organismes vivants fonctionnent totalement ensemble. La biodiversité en forêt, on s'est rendu compte que c'était le moteur du bon fonctionnement des écosystèmes forestiers. Et c'est pour ça que c'est important de le prendre en compte. Allez, ma belle. Les accords qui se jouent au sein de la forêt entre les êtres vivants se dessinent encore plus nettement avec l'arrivée de l'automne. En se parant de teintes cuivrées, notre forêt de feuillus semble vouloir prévenir ses habitants que les jours ont raccourci et les températures baissé. Le vieux chêne ne se contente pas de changer de couleur. Il libère ses glands arrivés à maturité, invitant ainsi les animaux de la forêt à un grand festin. La femelle écureuil, désormais en gestation, est l'une des premières à répondre à l'appel. L'hiver approchant, elle poursuit un seul objectif, prendre du poids et faire autant de réserves que possible. Elle cache et enterre à proximité de son nid graines et fruits à coque, trésors riches en graisse. Elle ne retrouvera pas toutes ces cachettes. Et de l'une d'elles, un jeune chêne pourra peut-être émerger. Mais le véritable disperseur des chênes, c'est le geai. Il déplace près de 4600 glands par an, parfois sur de longues distances, offrant ainsi à notre arbre l'espoir de conquérir de nouveaux horizons. Pour affronter l'hiver, notre arbre aussi prend ses dispositions. Il entre en phase de dormance, stockant dans les parties basses de son tronc et dans ses racines les nutriments qui lui permettront de traverser l'hiver. Et pour économiser son énergie, il se déleste de ses feuilles qu'il offre au vent, mais surtout au sol.
Un seul chêne peut se séparer tous les ans de plusieurs centaines de kilos de feuilles qui vont être transformées, remobilisées par la forêt grâce à une armée de fossoyeurs, de recycleurs et de décomposeurs. Ils forment à eux seuls une véritable chaîne d'interdépendance dans laquelle les champignons occupent une place déterminante. Francis Martin, mycologue, ne s'intéresse pas qu'à la part visible de ces merveilleux organismes, mais à l'ensemble du réseau de filaments qu'ils tissent. Voilà plus de 40 ans qu'il explore les mécanismes symbiotiques entre les champignons et les arbres. Quand on se promène dans cette magnifique chaînée, on ne réalise pas en fait qu'on marche sur un tapis d'êtres vivants. On a un réseau extraordinaire de flux qui s'échangent là sous nos pieds. On ne le soupçonne même pas. Et j'ai envie d'avoir 2 ou 3 vies pour pouvoir continuer à décrypter ces mécanismes qu'on vient à peine de révéler. Le sol a une importance extraordinaire. Ce n'est pas simplement le support pour ces chaînes qui nous entourent. C'est également le lieu où les détritus végétaux, les détritus animaux, les détritus microbiens vont être recyclés par tout un cortège de champignons qu'on appelle les champignons décomposeurs, qui vont transformer les détritus végétaux en éléments nutritifs réutilisables par les arbres. C'est bien comme site là. On pourrait peut-être faire un inventaire. Plein de bois morts là, c'est vraiment riche au niveau matière organique. Hein. Incroyable les cordons. Ouais, cordons noirs énormes. Ah tiens, on voit bien là. Ouais. Ouais. C'est un mycène. Tiens, un anturus starché. Il y en a plein cette année. Hein. Ouais, il y en a partout. Ouais, il y a quand même une belle diversité. Donc ces champignons décomposeurs ont un rôle fondamental. C'est eux qui vont construire le sol. Et c'est dans cette masse d'éléments nutritifs que les champignons symbiotiques mycorhiziens, l'autre grande guilde des champignons forestiers, va les puiser en permanence pour transporter ces éléments nutritifs vers le système racinaire et participer à la construction de l'arbre. Et là, on a vraiment le cycle de la mort et de la vie en forêt qui est bouclé. Les arbres, les chênes en particulier, dépendent complètement d'un cortège de champignons qu'on appelle les champignons symbiotiques mycorhiziens. Ces champignons, on les connaît bien. On va trouver des bolets, on va trouver des truffes, on va trouver des chanterelles, on va trouver les lactaires du chêne. Ces champignons symbiotiques sont associés au système racinaire des arbres. T'as trouvé? Oui, là. Ah bah oui, il me semble, hein. Très bien. Il y a des lactaires. Il est installé juste à la base, à la base du bois mort. Bah lui, il est vraiment spécifique du chêne. Ouais. Vraiment, Donc là, est-ce qu'on va trouver un réseau faudrait déjà de filaments mycorhiziens? Oh, regarde là. Alors ça, c'est magnifique là. On a une superbe racine de chêne. Et alors, elle est Bourré de mycorhizes. ouais, remplie de mycorhizes, de lactaires. Ça, c'est sûr, c'est le petit lactaire qu'on a là. Tout ce réseau de racines mycorhizées est connecté comme ça au lactaire du chêne. Hein, c'est ça, Voilà, tu vois ça c'est comme ça à peu près. C'est lui qui va produire en fait cette fructification. Hein. Cette mycorhize, c'est donc une racine champignon.
une racine chimérique constituée des tissus de l'arbre et des tissus du champignon. C'est vraiment la zone où se déroulent tous les échanges, le troc entre les deux partenaires. Cette mycorhize, c'est elle qui va envoyer des réseaux de filaments pénétrant dans la moindre anfractuosité du sol, qui va rapatrier tous ces éléments nutritifs pour assurer la croissance des arbres, assurer la croissance du chêne. Et en rétribution de ce travail d'absorption, l'arbre va échanger des sucres. Au cours du printemps, de l'été, ces feuilles synthétisent des sucres. L'essentiel est utilisé à la construction du chêne, mais à peu près un quart de ces sucres va être distribué au cortège de champignons symbiotiques mycorhiziens qui est porté par le système racinaire. Regarde les beaux réseaux. Ouais. Joli. Ouais, c'est très beau. Ouais. Ce lactaire, il envoie son réseau sur quelle chaîne alors? Tu penses, soit il peut être... Là, il peut être potentiellement connecté même à plusieurs chênes. Hein. Et lui, il va faire feu de tout bois, quoi. C'est-à-dire que comme les chênes vont lui fournir du carbone, il va aller manger à tous les guichets. Hein, là. On considère qu'il y a pour 1 mètre de racines, près de 1000 mètres de réseau mycélien de ces champignons symbiotiques. Donc c'est une extension incroyable du système racinaire. Donc on a une superbe alliance entre le monde des arbres et puis le peuple des champignons. Les plantes et les arbres en particulier n'auraient pas pu se développer sur Terre s'ils n'avaient pas, il y a près de 200 millions d'années, contracté cette alliance. Ça fait maintenant plus de 40 ans que je travaille sur cette symbiose mycorhizienne. Et je reste fasciné par ce processus biologique. C'est un magnifique exemple du rôle de la coopération, de la symbiose dans l'évolution et dans le bon fonctionnement d'un écosystème clé de notre planète qu'est la forêt. Cette symbiose entre le chêne et le champignon éclaire la magie des alliances nécessaires pour affronter les épreuves du temps. À l'approche de l'hiver, pourtant, notre chêne doit surtout s'en remettre à lui-même pour faire face au souffle menaçant des vents violents et des tempêtes. Dénudé et en dormance, il affronte la saison avec une vigilance particulière. Il n'a pas la fluidité du saule, encore moins la souplesse du peuplier. Son stoïcisme, sa stature, l'inscrivent dans une confrontation plus frontale aux éléments. Pour tenir bon, il a appris à déployer un système racinaire profond et étendu qui s'ancre fermement dans le sol, comme les fondations d'une cathédrale. Mais notre chêne a également développé une stratégie surprenante qui repose sur son sens du sacrifice. Il a constitué des zones de renflement sur plusieurs de ses branches, des points de fragilité délibérés qui permettent aux extrémités de se casser plus facilement. En offrant ainsi au vent et aux tempêtes une part de lui-même, il protège le reste de son être. Pour lui, survivre n'est pas seulement une question de résistance, mais aussi de lâcher prise, de renoncement partiel pour le bien de l'ensemble. Mais pour notre chêne, le danger de l'hiver est ailleurs en réalité. Sur les millions de glands qu'il a semés au cours de sa longue vie séculaire, beaucoup ont germé, mais aucun n'a encore donné un arbre mature. Les jeunes pousses ont beau s'élancer fièrement vers le ciel,
elles finissent par se faire dévorer par les herbivores qui en raffolent, surtout pendant l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare. Dans certaines régions, l'absence de prédateurs naturels comme les lynx et les loups a entraîné une augmentation spectaculaire des populations de chevreuils. Ces derniers sont jusqu'à 10 fois plus nombreux qu'il y a 50 ans. Une prolifération qui met en péril l'avenir des forêts. Sonia Saïd, écologue, explore cette interdépendance vitale, soulignant comment la présence de prédateurs peut indirectement protéger la forêt et faire presque pousser les arbres. C'est quand même fabuleux de se dire qu'ici, il doit y avoir des lynx qui sont présents. Et moi, je ne les ai jamais vus en vrai. Je pense qu'eux, ils m'ont déjà vu plusieurs fois. La particularité de ce territoire, c'est qu'on a un prédateur naturel qui est présent. Est-ce que l'augmentation des populations de prédateurs va jouer sur le comportement du chevreuil? Et donc, est-ce que le chêne va mieux pousser en présence de prédateurs ou pas? Parce que jusqu'à présent, en France, on a essentiellement travaillé dans des milieux où il n'y avait pas de prédateurs. Et donc, on n'a pas étudié cette question-là. Bien gelé. On va récupérer la carte SD. C'est le moment que je préfère. La découverte. Quelques personnes qui se promènent, des chiens. Là, ici, on a un renard. Et puis là, je crois bien que la surprise. Nous avons un lynx. Ouais. Effectivement. Voilà. Il me paraît pas inconnu. Tu crois qu'il nous regarde? C'est possible, hein. Très discret. Il est peut-être là en train de nous surveiller. Il y a des collègues en Pologne qui travaillent sur les forêts naturelles. Ils ont constaté qu'en présence de lynx, les chevreuils étaient beaucoup plus vigilants. Et tout le temps qu'ils passent à faire de la vigilance, ils ne le passent pas à manger. Il y a quelque chose qui descend là. Ah oui, il y a des traces de chevreuil, c'est chouette. Ouais. Ils ont du mal dans la neige, hein. Bah, plus de 20 cm de neige, le chevreuil il a du mal. Hein. Ouais. La période hivernale, c'est vraiment une période compliquée. Donc les herbivores vont consommer de la ronce et puis à la fin de la période hivernale, quand il n'y a plus beaucoup de ronces ou de lierre disponibles, donc plus de feuilles vertes, dans ce cas-là, ils vont commencer à consommer des bourgeons de feuillus et poser problème après pour la croissance du chêne. En France, c'est sûr qu'il faut réguler les herbivores. Il faut vraiment trouver cet équilibre pour que la faune puisse vivre et la flore puisse pousser. On va regarder un petit chêne là, puis il y a de la ronce à son pied. Oui, toute la ronce qui est Tu vois, consommée. toute la là, ronce qui est toutes consommée. Là aussi. Là aussi, Ouais. là aussi c'est croqué. Les bourgeons sont Ouais. intacts. Ouais. Rien eu de... Tant qu'il y a de la ronce, le chêne est tranquille. Notre petit chêne là, il a réussi à s'en sortir jusqu'à maintenant, il va y devrait. arriver. Faut voir continuer. Il se passe plein de choses autour d'un chêne. Alors ici, là, on est plutôt dans une situation d'équilibre entre les prédateurs et les herbivores. Là, pour le moment, c'est plutôt bon signe pour le chêne. Et on est dans une densité souhaitée, en fait, qui fait qu'il n'y a pas trop d'herbivores par rapport à la végétation. Il faut que ça perdure. La régulation des herbivores est un sujet délicat, d'autant que tout système en équilibre apparent
masquent en réalité une suite de déséquilibres permanents. Les saisons, en modifiant régulièrement la donne, incarnent parfaitement cette dynamique qui oblige les espèces à s'adapter. Chaque printemps, notre chêne se transforme de nouveau. Tel un géant sortant de son sommeil hivernal, il s'étire sous les caresses du soleil. Ses bourgeons se déploient en un écrin de feuilles vertes, accueillant les nouvelles générations de pics et de geais. La femelle écureuil aussi est devenue mère, et chacun réinvestit son garde-manger. Mais si la vie explose à tous les étages, la mort rôde également. Chaque membre de la communauté des vivants est une proie potentielle pour son prédateur. Notre arbre lui-même n'est pas seulement le théâtre d'une multitude d'agressions, il en est parfois la cible. Les cynipes, de petites guêpes, vont jusqu'à transformer son apparence en provoquant l'apparition d'excroissances globuleuses au niveau de son tissu végétal, les galles. Les galles sont à la fois une blessure pour notre hôte et une maison pour la guêpe. Un genre de compromis entre l'arbre et l'insecte sur le chemin de la coexistence. Et certains assauts sont parfois encore plus redoutables. Par milliers, des chenilles peuvent fondre sur notre arbre, l'assiéger et tenter de le dépecer. Les oiseaux veillent, mais notre arbre n'est de toute façon pas sans défense. Il a développé au fil des siècles un éventail de protection. Chaque feuille broutée est capable de prévenir ses voisines en envoyant des signaux d'alerte sous forme de composés volatiles qui s'échappent de ses morsures. À la réception de ce message, les feuilles épargnées sécrètent alors des tanins qui rendent le repas indigeste et éloignent les envahisseurs. Ces signaux peuvent même aller plus loin, appeler à la rescousse les prédateurs des agresseurs. Edward Farmer, chercheur en biologie moléculaire végétale à l'Université de Lausanne, s'intéresse à ces interactions complexes. C'est presque dommage que nous ne puissions pas voir tout ce qu'il se passe dans une forêt, parce que si nous le pouvions, nous serions totalement éblouis. Cela me fascine quand je vois à quel point nous, les humains, ne percevons presque rien. Mais rien n'est statique dans une feuille qui est attaquée. Il y a encore beaucoup de choses que nous avons besoin de comprendre avant de pouvoir retracer toute la chaîne des événements qui ont lieu quand une feuille est attaquée pour la première fois, jusqu'à ce qu'elle produise ses défenses. Nous ne connaissons pas encore toutes les pièces du puzzle. Les phénomènes électriques qui ont lieu quand une feuille est attaquée sont si importants qu'ils bouleversent le comportement de presque tous les composants de la feuille. C'est vraiment au niveau cellulaire. On a besoin d'aller en laboratoire pour les étudier et observer à l'intérieur de la plante. On a réussi à utiliser le pouvoir de la génétique pour décrypter ce qui arrive en premier dans la chaîne. Et nous faisons cela grâce à une plante nommée Arabidopsis thaliana. C'est un organisme bien plus simple que le chêne. Nous pouvons transformer la plante pour la rendre fluorescente. D'abord, quand une feuille est endommagée par un insecte, les signaux électriques voyagent tout le long des veines et ça nous donne une carte détaillée du trajet de ces signaux.
Ils activent la synthèse d'une hormone nommée le jasmonate. C'est un élément clé de la défense des feuilles. Le jasmonate active de nombreux gènes qui produisent des composés de défense. Ces composés chimiques vont agir contre les insectes et interférer avec leur système digestif. Donc on peut dire que les feuilles ont évolué en même temps que le système digestif des insectes. Il faut que les signaux que la plante produit, ce qui active le jasmonate, se déplacent un peu plus vite que l'insecte. Les signaux voyagent vers les autres feuilles pour les alerter qu'il y a un danger. Quelque chose arrive. Déclenchez vos défenses. Protégez-vous avant l'arrivée de l'insecte. Ces feuilles ont été attaquées, probablement par des chenilles. Vous pouvez voir des petits trous ronds dans de nombreuses feuilles. Si on regarde attentivement, on peut voir que les insectes ont mangé le plus possible sans abîmer les veines. S'ils abîmaient les veines, cela déclencherait fortement le système de défense, qui partirait vers les autres feuilles. Alors ce que font les insectes, c'est qu'ils croquent une feuille, puis avant que la feuille ne soit trop endommagée, ils s'attaquent à une autre feuille et recommencent. Plus j'étudie les plantes, plus je les trouve sophistiquées. Les insectes et les plantes constituent un très bel exemple de coévolution. Et cela dure depuis des millions d'années. Ils sont en conflit très souvent. Mais la plupart du temps, et le chêne en est un bon exemple, ce sont les arbres qui gagnent. Si jusque-là, l'arbre finit par gagner, c'est qu'en 56 millions d'années, les chênes ont rapidement évolué, passant d'une à 435 espèces distinctes. Notre chêne pédonculé est l'un des fruits de ces métamorphoses génétiques prodigieuses. Il fait à ce point corps avec les ressorts de l'évolution qu'il peut même transmettre à sa descendance les adaptations acquises au cours de sa vie. Bien que fixe en apparence, le chêne, et plus globalement les arbres, possèdent une mobilité génétique remarquable. Cette agilité contribue à la diversité et à la résilience de la forêt face aux défis environnementaux. Mais la rapidité des bouleversements imposés par les activités humaines risque de prendre de vitesse les forêts tempérées d'Europe. L'expansion des villes, des routes et des terres agricoles fragmente les habitats forestiers, crée des îlots isolés et entrave la circulation naturelle des espèces. Et lorsqu'on replante, on fait des champs d'arbres dont la monotonie résonne comme les notes égarées d'une mélodie désormais dissonante. Car la réalité est criante. Sur ces parcelles uniformes, la biodiversité s'érode et avec elle, la richesse des interdépendances s'efface, offrant un boulevard pour les ravageurs. Dans ce contexte, la vraie force de la forêt réside dans sa biodiversité, élément fondamental de sa robustesse et de sa beauté. Un homme l'a bien compris, le fondateur de l'association Canopée, Sylvain Angerand, qui défend une autre vision de la forêt,
la forêt vivante. Quand on arrive dans une plantation, tout de suite ce qui frappe, c'est l'absence de son, l'absence de bruit d'oiseaux. On a quelque chose qui relève plus du désert boisé que de la forêt vivante, quoi. Ces plantations, elles font suite à des coupes rases, donc c'est comme si on avait détruit l'écosystème, détruit le sol, surtout quand on arrache les souches des arbres, on a tout déstructuré. Une forêt semi-naturelle comme ici ne doit plus être possible de la raser et de mettre une monoculture. En tout cas, moi, c'est la bataille que je mène. Ici, on est sur le plateau landais. On a ce type de peuplement de vieux chênes pédonculés qu'il faut absolument protéger parce qu'il n'y en a plus beaucoup et qui joue un rôle pour la biodiversité vraiment crucial. Et cette forêt, elle a été rasée illégalement. On a une forêt française qui est constituée aux 2/3 de forêt de feuillus, et pourtant on a une industrie du bois qui réclame du résineux, des produits standardisés. Ça ne matche pas. Et donc ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est qu'il y a une tentation en fait de remplacer ces forêts par du pin maritime. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'intensité de la sylviculture, le fait de le mettre sous forme de grande monoculture. Quand vous simplifiez l'écosystème, vous arrivez à des problèmes en cascade. En 2022, il y a 40% des plantations qui ont été en situation d'échec. C'est-à-dire dans lesquelles 80% des arbres ou plus sont morts. On voit l'acte de planter un arbre comme le symbole de l'acte écologique par excellence. Mais en réalité, non, un jeune arbre il est très très fragile, très très fragile. Ils sont exposés en plein soleil. On a enlevé l'ambiance forestière, les grands arbres qui permettaient de protéger et tamponner les variations de température. Et là, sur un sol quasiment nu, mis à sec, on va lui planter plein d'arbres. Un jeune peuplement de pins maritimes, c'est une boîte d'allumettes. Si je rase partout ici et que je mets des jeunes pins maritimes, je crée en fait un peuplement à risque d'incendie. C'est aussi un arbre qui est sensible à d'autres problèmes, les épisodes de grêle ou de tempête. Quand on regarde l'ensemble des aléas que peuvent affronter une forêt, la seule leçon un peu sérieuse qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut éviter les monocultures. Plus une forêt est diverse, plus elle met en place des mécanismes de coopération, de compétition avec ses ressources, peu importe, mais des formes de résilience. C'est-à-dire que quand il y a un choc qui va arriver, et les chocs on va en avoir, elle est capable d'encaisser le choc dans des peuplements de pins maritimes. À partir du moment où c'est mélangé avec des chênes, on a des peuplements qui sont plus résilients. Chaque acte en forêt doit avoir du sens. C'est ça qui va jouer. Ça va surtout de ne pas prendre le mauvais chemin. C'est-à-dire que pour moi, la forêt, elle est comme l'agriculture dans les années 1950. Elle est un carrefour. Est-ce qu'on veut aller vers un système très productiviste, où on simplifie l'écosystème et puis on va mettre des champs d'arbres? Ou est-ce qu'on veut se dire qu'au contraire, on va protéger ce qui reste à protéger? C'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Et ce carrefour, il s'exprime vraiment là.